Et voilà, nous y arrivons. Un petit problème avec l'enregistreur et nous sommes en ligne avec Madame la députée Élodie Jacquier-Laforge. Bonjour. Bonjour à tous. Comment allez-vous, Madame la députée? Bah écoutez, je vais bien et j'espère que vous aussi vous allez bien et que ceux qui nous écoutent également. Bah oui, on essaye en tout cas toujours de conserver ces gestes de précaution. On en est où, Élodie Jacquier-Laforge, sur ce coronavirus? On entend maintenant bien évidemment, et sur notre territoire aussi, hein, où on commence un petit peu à baisser un peu les bras, la garde, en tout cas. On essaye Oui, de... oui. Alors c'est vrai qu'on constate chacune et chacun un relâchement dans les gestes barrières, dans le port du masque, et vraiment. Je vous invite, mais ce sont les autorités sanitaires aussi qui vous invitent à rester très très vigilants, puisque on sait que les fameux gestes barrières sont vraiment ce qui était efficace et que c'est vrai qu'on n'a pas vu notre famille pendant longtemps, on n'a pas vu nos amis pendant longtemps et qu'on est très très heureux de les retrouver, mais il faut vraiment ne pas faire d'embrassade, pas de contact physique. On peut faire un check avec le coude, avec le pied, parce que on peut contaminer les gens qu'on aime. Donc on le sait que les personnes qui ont été atteintes, c'est vraiment c'est une maladie qui peut être mortelle bien évidemment et vous mettre KO pendant plusieurs jours voire plusieurs semaines. Donc j'invite vraiment chacune et chacun à la prudence parce que c'est chacun qui a la possibilité de limiter la propagation de l'épidémie. D'accord. Et cette prudence, elle pourrait durer combien de temps encore? On le sait, on n'a pas de traitement aujourd'hui. Il y a des molécules, vous avez dû suivre l'actualité, qui ont été reconnues comme efficaces, mais on n'a pas de traitement et on n'a pas de vaccin. Donc, à mon sens, tant qu'on n'a pas de traitement, tant qu'on n'a pas de vaccin, on fait attention. C'est-à-dire que les personnes qui ont une maladie chronique, qui ont des fragilités pulmonaires ou cardiaques, il faudra faire attention jusqu'à ce qu'on ait un traitement ou un vaccin. On parle également d'un virus qui pourrait devenir saisonnier. Alors on n'en sait rien, hein, bien évidemment. Il faudrait arriver à l'hiver 2021 peut-être pour avoir plus de recul là-dessus. Mais ça deviendrait quand même très problématique si on se retrouve avec un coronavirus chaque année là. Hein. Alors, je rappelle que chaque année, on a des épidémies de grippe qui font plusieurs dizaines de milliers de morts en France et que pour se protéger de la grippe, il existe un vaccin. Et que, comme vous le savez, il est gratuit pour les personnes, me semble-t-il, de mémoire de plus de 65 ans. Donc j'espère aussi que ça va faire réfléchir sur toutes les pandémies. On a aussi des épisodes de gastro-entérite chaque année. Alors là aussi, ça crée des décès. On sait que pour les nourrissons, ça peut être, ou les jeunes enfants, ça peut être aussi très grave. Donc je pense qu'il faut que ça nous appelle à une vigilance et à revoir notre attitude aussi face aux différents virus. Donc on continue à se laver les mains quand on est malade, on n'embrasse pas les gens quand on a Je pense qu'il faut que ça s'ancre vraiment dans nos habitudes parce que ça permet vraiment de protéger les plus fragiles et les plus âgés aussi d'entre nous qui sont plus vulnérables aux maladies ou les plus jeunes d'ailleurs dans le cas des grippes et des gastro-entérites. Donc je pense pour moi qu'il faut vraiment qu'on adopte ces habitudes-là. Ces gestes barrières en fait. Oui, je pense. Après, on voit en Asie, les pays qui ont été touchés par des maladies, notamment respiratoires comme le SRAS, ils ont changé leurs habitudes de vie. Donc, en tout cas, je pense, moi, c'est vraiment ma position, qu'il faut vraiment que ça rentre dans les mœurs, c'est qu'on se lave plus souvent les mains, qu'on soit plus vigilant quand on est malade à pas transmettre les maladies. Et je pense que ce sera des habitudes qui seront positives et qui seront bonnes pour tout le monde. Oui, et puis aussi, bien sûr, à consulter dès lors que l'on a les premiers symptômes. Alors, parce que ces premiers symptômes ne sont pas forcément des symptômes de coronavirus. Ça peut être une grippe, ça peut être toute autre chose. Mais en tout cas, on a un symptôme. Désormais, il va falloir faire un peu plus attention et pas se dire moi, je vais au travail quand même, c'est pas une petite grippette qui va me laisser au lit, quoi. Et il faut penser aux autres. Vous encouragez tout simplement, on n'est pas obligé de se faire des embrassades et de se serrer les mains, on se fait des petits checks avec les pieds et puis on peut
également passer un bon moment et une bonne soirée avec des amis. C'est ce que vous faites avec vos proches. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous passez quand même des bons moments sans forcément, forcément avoir besoin de vous embrasser, quoi. Oui, oui, puis j'imagine que chacun d'entre nous a revu ses parents aussi, tout son entourage qui est quand même, moi j'ai 40 ans, donc vous voyez, vous faites le calcul. Hein. Oui, oui, oui. Mes parents, ils ont un certain âge, donc, mais ça fait bizarre, hein, je suis bien d'accord, mais j'ai pas embrassé, j'ai pas fait de câlin à ma mère. Hein. Voilà, donc on se fait attention, on se fait des câlins. Mais c'est pour elle. On fait des câlins avec le regard. C'est ça, voilà. Vous avez suivi les auditions à l'Assemblée nationale un petit peu là-dessus, sur ces sujets. C'est un petit peu compliqué. On ne comprend pas forcément tout. Alors, moi, très honnêtement, je les ai pas suivis en direct, mais bien évidemment, j'ai suivi les points plus particuliers qui avaient été repris dans les articles de presse. Je pense que c'est compliqué parce qu'on a été dans une situation inédite et que finalement, on voit que on peut remonter finalement la chaîne, on va dire, de responsabilité, notamment au niveau des différents ministres de la santé. Bien malin aurait pu celui qui aurait pu prévoir ce qui allait se passer. Donc aujourd'hui, c'est un peu facile que tout le monde tombe sur Agnès Buzyn, quoi. Après, je pense que c'était important de faire cette commission d'enquête. Je pense que c'est important que la ministre puisse s'expliquer sur la situation. Il va y avoir, je crois, une autre commission d'enquête aussi qui va être faite au Sénat, et je trouve ça très bien. C'est quand vous êtes ministre, vous êtes responsable, vous êtes en charge, donc je trouve ça parfaitement normal. Et c'est d'ailleurs la loi qui le permet. Ensuite de venir répondre et faire la part des choses, parce que on a besoin effectivement de comprendre. Mais on n'aura pas comme ça d'un claquement de doigts pointer un doigt et puis pointer un doigt sur une personne qui serait responsable de l'ensemble. Ça me paraît en tout cas illusoire de croire que une seule personne serait responsable de tout. C'est quoi l'objectif de ces travaux à l'Assemblée nationale? C'est d'arriver à une conclusion? La commission d'enquête, sont vraiment le but vraiment de la commission. Elle a un vrai pouvoir d'enquête. Elle peut aller saisir des pièces si nécessaire. Donc, ça n'est pas un organe de justice, mais tout ce qui est dit et tout ce qui est fourni comme information dans cette commission d'enquête peut servir à ce que la justice se saisisse du sujet. Donc c'est vraiment un travail qui est important. C'est pas le travail du juge, mais il peut aboutir à ce qu'un juge se saisisse de l'affaire. Donc c'est extrêmement important. Quand vous êtes auditionné, vos propos peuvent être repris dans le cadre d'une procédure. Tout est noté. C'est extrêmement. Ah oui, c'est noté, c'est filmé, il y a des. En fait, ça sert à ça. En fait, c'est de prendre le temps dans une audition où tout le monde s'explique. Il y a un greffier qui est là, qui note tout, et tout ce qui est noté peut servir à la justice à tout moment, quoi. Exactement. Et puis ça permet aussi à tout à chacun, s'il le souhaite, de suivre ces auditions. Donc c'est aussi la transparence, c'est aussi le fait que il puisse y avoir des explications sur des décisions qui ont été prises. Et je trouve ça très très sain, très très positif. Après, il y a eu beaucoup de commissions d'enquête dans le cadre de l'Assemblée ou du Sénat. On connaît les plus importantes. Ça peut aussi permettre de faire des propositions visant à améliorer notre fonctionnement institutionnel, judiciaire. L'idée, donc ça a aussi une utilité à plus long terme. Essayer de ne pas refaire les mêmes erreurs s'il y a eu des erreurs. L'idée n'est pas forcément de juger, mais essayer de trouver des solutions. Alors, de toute façon, juger, je vous dis, c'est pas possible, parce que c'est pas l'organe qui mais de pointer du doigt, quoi. De pointer du doigt des défaillances,
des propositions d'amélioration. C'est un espace vraiment utile. Ça se terminera quand, ces travaux d'ailleurs? Vous avez une idée ou pas? J'imagine qu'ils devraient rendre leurs conclusions. Alors, il faudrait que je sois plus précise. Je pourrais vous redonner l'information, mais moi, il me semble qu'ils auront, qu'ils vont aller jusque septembre. D'accord. Parce qu'il y a un programme qui est quand même extrêmement chargé. Il y a beaucoup d'auditions et il faut faire ça sérieusement. Après, c'est aussi, si vous voulez, avoir un peu de temps long pour pouvoir analyser les choses. Pas dans la précipitation, pas à chaud, pas dans l'émotion non plus, si vous voulez. C'est important aussi qu'il y ait un décalage entre les événements et leur analyse. Parce que, comme vous le savez, quand on prend un peu de recul aussi, ça permet de prendre de la hauteur et de voir les choses un peu plus largement. Ça ne veut pas dire qu'il faut faire ça dans 3 ans, mais je pense que si on a les conclusions à la rentrée de septembre, ça me paraît tout à fait oui, puis il va y avoir des congés également pour tout le monde, bien évidemment. C'est ça. Et puis je vous dis, le Sénat aussi va en faire une. Donc, oui, il va falloir prendre le temps. Et puis peut-être que sur ces sujets, il ne faut pas faire l'économie du temps pour aller plus vite. Ça ne sert à rien, autant prendre son temps et faire les choses correctement. Me semble-t-il. En termes économiques, on commence à entendre parler un petit peu par-ci par-là des licenciements. Ça s'annonce pas très joyeux tout ça là. Non. Oui, alors, en termes d'économie là. Oui. Alors, ce qui est certain, c'est que on a vu qu'il y a eu beaucoup de dispositifs qui ont été mis en place. J'y reviendrai pas pour soutenir à la fois le chômage partiel, à la fois les prêts qui pouvaient être accordés. Ce qu'il y a, c'est que, en fait, on a maintenant, suivant les secteurs, soit une reprise de l'activité, soit une reprise, mais qui est très molle, on va dire, soit pas de reprise du tout. Donc, c'est pour ça que les plans ont été prolongés, suivant les différents secteurs, pour au final accompagner différemment en fonction de l'activité et pour pouvoir maintenir le plus possible d'entreprises. Ce qui est extrêmement compliqué, c'est qu'on voit des secteurs, par exemple l'aéronautique. Quand vous avez un trafic qui est quasi à l'arrêt, c'est extrêmement difficile de pouvoir maintenir tous les salariés dans leur emploi, sachant qu'il s'il n'y a pas de débouché. Oui, et même sur une courte période, parce qu'on sait qu'à un moment donné, tout va normalement réouvrir, toutes les frontières vont se remettre à accueillir les gens venant de France, et nous accueillerons également les gens venus d'ailleurs. C'est-à-dire que c'est pas j'ai l'impression quand même avec 8 semaines, ça a mis une pagaille énormissime quand même en termes de budget, et que finalement ça va redémarrer quand même l'économie à un moment. Alors, il y a déjà des secteurs qui ont redémarré. On a vu avec la reprise du travail, avec la reprise des écoles, avec la réouverture et le déconfinement. Il y a des secteurs effectivement où il y a une reprise. Mais par exemple, si vous prenez le secteur du bâtiment, comme vous savez, il y a un adage qui dit quand le bâtiment va, tout va. Les chantiers ont repris, puisque il y a eu la possibilité de réouvrir les chantiers il y a plusieurs semaines maintenant. Mais par exemple, les permis de construire, parce qu'il faut les instruire, parce que, comme vous le savez, c'est les mairies qui donnent leur accord. Que les mairies, elles ont été mobilisées à la fois sur la gestion de la crise, à la fois il y a eu, comme vous le savez, des élections municipales, donc il y a eu un moment aussi où elles ont dû gérer les priorités. Donc il y a quand même cet effet d'arrêt. Alors je l'espère et vraiment, moi je souhaite qu'on puisse reprendre l'activité, notamment sur les chantiers neufs. Mais on voit bien qu'il y a des projets qui ont du mal à repartir. Après, vous avez aussi des entreprises qui se retrouvent dans des difficultés financières telles que peut-être elles pourront pas reprendre leur activité, parce que cet arrêt de 8 semaines, si vous n'aviez pas la trésorerie, vous n'aviez pas suffisamment
comment dire ça, les reins solides. C'est-à-dire que si vous n'aviez pas prévu quand même dans votre activité un petit, voilà, un petit matelas, pour certains, c'est très compliqué parce qu'il faut payer les salaires, parce que Et puis beaucoup d'entreprises également, enfin de petites sociétés qui venaient de démarrer. Hein. alors celles-ci, vous savez, en plus elles ont été rattrapées dans les dispositifs d'accompagnement, mais c'est sûr que quand vous lancez une activité, bah, vous prenez souvent aussi un peu de risque, hein, puisque vous mettez des fonds et vous avez besoin d'avoir, même si vous savez que la rentabilité arrive pas tout de suite, vous avez besoin de commencer à quand même à faire tourner. Si vous avez des charges en plus, c'est sûr que c'est un moment qui est compliqué avec un peu le phénomène de domino en fait, puisque les difficultés elles se répercutent aussi quand vous avez des chaînes des filières dans des secteurs différents. C'était, vous avez dû l'entendre ça, je pense. Moi, je l'ai entendu aussi. Notamment, d'ailleurs, c'est vrai, des petites entreprises, quoi, des petites PME, des petits artisans qui disaient pour cette année, il fallait faire une année sans charge, quoi. Ça aurait été impossible à faire, aucune charge cette année pour les entreprises. Alors, c'est en fait encore en discussion, puisque, enfin, si vous voulez, au jour d'aujourd'hui, vous voyez comment les choses sont faites au niveau budgétaire, c'est-à-dire qu'il y a eu des premières annonces avec un premier budget, puis un deuxième, puis un troisième, et puis on en a un à la rentrée. Après, j'ai été moi saisie de la question d'une entreprise du bâtiment qui vraiment a un carnet de commandes plein, qui embauche, voilà. Donc c'est une entreprise qui a de l'activité et il faut l'aider à passer ce fameux cap. C'est ça, c'est une TPE, il y a 13 salariés, donc, si vous voulez, moi, j'ai fait un courrier au ministre de l'économie en disant attention, justement, sur ces toutes petites structures-là qui ont besoin d'un coup de pouce pour passer 2 mois, en fait. Exactement. C'est exactement ça, parce que c'est pas sur de grandes durées, hein. C'est vraiment on est d'accord, quoi. Mais c'est à la fois la question des charges, c'est à la fois le paiement, par exemple, là, ils ont une caisse des congés payés. Donc, si vous voulez, c'est pour moi un faisceau d'accompagnement. Il peut y avoir vous voyez, et puis il peut aussi y avoir une partie de charge suivant la taille de l'entreprise. Bien sûr. Je pense qu'il faut avoir une certaine finesse par rapport aux aides qui ont été accordées. D'ailleurs, vous le savez que le chômage partiel a été donné aux entreprises qui le demandaient sans aucune, voilà, a priori. C'est-à-dire que ça a été, vous étiez une entreprise, vous demandiez à avoir bénéficié du chômage partiel. Voilà, il n'y avait pas de contrôle, vous y aviez droit. Oui. Et aujourd'hui, on rentre dans une phase de contrôle, c'est-à-dire que des salariés, par exemple, hein, moi j'ai eu le cas qui m'ont rapporté qu'ils étaient en chômage partiel, mais qu'en fait ils télétravaillaient. Donc il faut savoir aussi que il faut que tout le monde joue le jeu et que là il y aura des contrôles qui vont être faits donc a posteriori sur ces aides-là aussi. Et oui, et sachant que je l'avais déjà indiqué, me semble-t-il, hein, quand on s'était parlé il y a quelques semaines pendant le confinement, il y a le médiateur de la Banque de France. Quand il y a des refus justement des banques d'accompagner les entreprises, le médiateur de la Banque de France doit être saisi justement pour accompagner les entreprises qui se retrouveraient dans cette situation-là. Donc les entreprises aujourd'hui qui nous écoutent, les chefs d'entreprise qui nous écoutent peuvent vous envoyer un courriel pour vous parler de leur situation ? Ah bien sûr, bien sûr. D'ailleurs, je suis allée, la personne qui m'a saisie, je suis allée la voir sur place dans son entreprise. C'est extrêmement important pour moi de rencontrer les entrepreneurs et de bien saisir les difficultés auxquelles ils pourraient être confrontés. D'accord, donc vous savez que je vais retransmettre notre interview de ce moment en direct, je vais le retransmettre sur les réseaux sociaux. Je pourrais mettre le lien de votre adresse mail ? Ah bien sûr, mais de toute façon, mon adresse mail, elle est publique, donc bien sûr, je préfère quand même vous demander l'autorisation. Je comprends. Non, mais bien sûr. Sur notre territoire, celui de Grésivaudan, et puis sur votre circonscription, l'État, l'économie, les entreprises, comment ça se passe quand même en règle générale ? Est-ce que c'est plutôt pas terrible ou plutôt on va s'en sortir ?
Après, c'est avoir une globalité, je pense que ce serait un peu trop large. Mais on a la chance quand même d'avoir un territoire dynamique. On a la chance d'avoir un maillage industriel de TPE, de PME qui est vraiment très bon. Donc, on a des associations aussi d'entreprises, la ISG notamment, qui sont dynamiques. Donc, on a beaucoup d'atouts. C'est pour ça que si des entrepreneurs se retrouvent dans des difficultés, je pense vraiment qu'il faut pas hésiter à en parler. Parce que ça permet de trouver des solutions, ça permet d'accompagner, ça permet d'avoir aussi, si besoin, s'il y a plusieurs entrepreneurs qui ont les mêmes difficultés, aussi de faire, d'être plus fort à plusieurs. Donc, je crois qu'il faut vraiment pas, si certains avaient des difficultés, hésiter à en parler. Alors, avec mon adresse mail ou avec les associations ou avec aussi, vous avez la CCI, vous avez la Chambre de métier de l'artisanat. Il y a beaucoup d'interlocuteurs qui sont là. Il faut pas hésiter à les saisir et surtout ne pas attendre que les difficultés deviennent catastrophiques, oui. Qu'on arrive insurmontables, en fait. Hein. Je pense qu'il faut vraiment pas hésiter. Alors, la dernière fois, nous avions fait une interview en longueur. Nous avions le temps. Aujourd'hui, c'est pas pareil. Oui. Aujourd'hui, vous avez des choses. Non, l'activité a repris. Je suis en train de regarder un petit peu le compteur. J'ai juste une dernière petite question sur laquelle je voulais vous interpeller. C'est une question d'une association qui est sur le territoire, non pas du Sud-Grésivaudan, mais sur Saint-Nazaire-en-Royan. Est-ce que vous connaissez le dossier Mont-Vanille? La carrière qui devrait être installée sur Saint-Nazaire-en-Royan. Alors oui, effectivement, j'en ai entendu parler il y a quelques semaines. J'ai été alertée par une habitante de Saint-Just-de-Claye sur le sujet. Après, j'ai saisi d'ores et déjà la préfecture pour avoir des éléments. Parce que j'étais un peu étonnée de la soudaineté du projet et finalement que ça émerge de cette façon-là, parce que je vous dis, avant les quelques semaines, j'en avais pas du tout entendu parler. Donc aujourd'hui, je suis toujours en attente des éléments de la préfecture, mais peut-être que vous avez des éléments plus... Je pourrais vous envoyer par mail. Je pourrais vous envoyer par mail. Donc j'ai eu un contact d'une personne membre de l'association qui m'a envoyé un joli détail que je vais vous transférer. Hein, comme ça, vous aurez voilà. Et puis je vais comme ça, je relancerai la préfecture aussi. Je pense qu'ils vont être contents quand même d'entendre ce matin que vous suivez le dossier. C'est en tout cas pour eux très très important de ne pas se sentir seul face à ça. Mais c'est important et c'est ce que je vous disais avec notamment les chefs d'entreprise. Hein. Je suis persuadée qu'on a chacun une part de solution et que il faut parler et que c'est ensemble qu'on peut trouver des moyens de solutionner des problèmes et qu'on est toujours plus intelligent à plusieurs. En tout cas, je vous remercie. C'est vrai que c'est un petit peu court, mais en même temps, il faut du timing de temps en temps, c'est le cas. Vous avez accepté également, parce que j'ai pu contacter votre attaché parlementaire qui me disait que vous étiez plus ou moins OK pour revenir de temps en temps sur notre antenne, discuter avec moi, avec d'autres personnes. Oui. Et, avec plaisir. Et voilà, donc la prochaine fois, on verra ensemble. Peut-être que ce sera plutôt septembre. Parce que pour faire avec grand plaisir pour faire un petit point de l'été. Oui. Voilà, et puis on laissera toujours une part de questions à nos auditeurs s'ils ont besoin de vous interpeller. Je mettrai évidemment votre adresse mail sur le podcast, comme ça les gens peuvent vous contacter directement. Je vous remercie Élodie Jacquier-Laforge et je vous souhaite une belle journée. Merci à vous.